Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Alors, pour y voir plus clair sur les médecines alternatives qui peuvent nous vouloir du bien dans certaines conditions, accueillons tout de suite, donc on vous a déjà entendu, mais c'est vous, docteur Patrick Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et auteur du livre Médecine douce pourtant dure aux éditions Buchet-Chastel. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que nous vivons dans un monde si anxiogène que cela ? On est dans un temps dur, mais vraiment plus dur que quand, par exemple ? C'est-à-dire, c'est le Covid qui vous fait dire ça ou c'est les temps modernes ? Oui, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais dit oui, pas plus que du temps de la Grande Peste, pas plus que du temps de la guerre 39-45, etc. Aujourd'hui, on vit une situation complètement inédite. Personne n'a vécu ce genre de truc, peut-être depuis la Grande Peste, la dernière au XVIe siècle. Donc on est vraiment dans un temps dur, inédit. Et c'est ça qui fout la trouille. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez observer, vous ? C'est la montée des crises d'angoisse ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier confinement ? Moi, je suis un spécialiste du sommeil. Et je peux vous dire que l'insomnie a explosé, la dépression a explosé. Et pourquoi ? La faute, encore une fois, à l'HAS qui n'a pas fait le job. La Haute Autorité de Santé. Pardon. Autant le président de la République a fait le job en disant « restez chez vous », il a eu raison, autant le relais n'a pas été pris, puisqu'il n'a pas été dit « levez-vous à la même heure que d'habitude et télétravaillez aux heures de bureau ». Rien qu'avec ça, c'est-à-dire garder votre rythme en fait, on aurait évité une bonne part des insomnies, parce qu'il y a aussi l'insomnie anxieuse, bien sûr. Mais on aurait évité une bonne part des insomnies liées aux problèmes de timing, mais aussi on aurait évité l'immense majorité des dépressions. Alors vous parlez dans votre livre d'une médecin qui, durant le premier confinement, sans traitement contre le Covid-19, préférait traiter principalement le stress des patients. Pourquoi cela ? Il faut traiter le stress, mais pas que. Il faut traiter les rythmes aussi, puisque nous sommes... Vous savez, la définition de la vie, c'est se reproduire et avoir des rythmes. Depuis le virus et la bactérie jusqu'à nous, tout le monde se reproduit et a des rythmes. Or, cette crise avec les confinements a totalement modifié les rythmes et a augmenté le stress. Et les moyens de lutter contre le stress, juste un petit mot. Pour moi, les médecines alternatives, c'est les médicaments. Pourquoi ? Parce qu'on doit commencer déjà par faire confiance à notre organisme et à le mettre dans les meilleures conditions pour se débrouiller, pour lutter contre le mal. Et si ça ne marche pas, on va à l'alternative, c'est-à-dire on prend des médocs. D'accord, c'est alors, l'inverse. Je crois que ce médecin avait recours à l'homéopathie qui n'a pourtant pas prouvé son efficacité scientifiquement, on est d'accord ? On est complètement d'accord. Vous savez, j'ai publié Le mystère du placebo, donc je peux parler d'homéopathie. Alors, il y a aussi les soignants qui étaient traumatisés, et pour aller mieux, certains ont eu recours à une cure d'EMDR. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et comment ça va agir sur le corps ? Alors le MDR, c'est pas du tout ni une médecine alternative, ni une médecine douce, c'est violent. C'est une espèce de chirurgie psychiatrique d'une incroyable efficacité et qui, pour la première fois dans l'histoire, permet de réunir les psychanalystes, les gens de thérapie cognitive et comportementale et les neuroscientifiques. Alors ça marche de manière très simple et ça a été inventé par une psychologue, Francine Shapiro, à San Francisco, à qui le médecin, sans aucune précaution, lui a dit dans un couloir « Au fait, j'ai oublié de vous dire, vous avez un cancer. » La fille retourne effondrée chez elle, se met sur son lit, et machinalement, elle laisse errer son regard d'un coin à l'autre du plafond. Elle s'aperçoit que ça lui fait du bien. Et elle fait toute une théorie qui maintenant est reconnue par le monde entier, toutes les armées du monde, tous les gens au lendemain du Bataclan ou du 14 juillet sur la promenade des Anglais, recours à l'EMDR. Mais ça consiste encore une consultation de MDR. Donc c'est avant tout pour traiter un traumatisme, et ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Et moi je l'utilise, parce que je suis aussi EMDRiste, pardon pour l'Académie française, pour les gens qui vont vers un traumatisme, c'est-à-dire pour les phobiques. Si quelqu'un a peur des araignées, je lui fais vivre en EMDR, qui est une forme d'hypnose, faut bien le dire, la rencontre avec une araignée. Comment ça marche ? C'est très simple, je vous prends une métaphore. Vous imaginez que ce soir, Mélanie, vous rentrez chez vous, et puis vous voyez que vous avez été flashé. Vous êtes furax, c'est dégoûtant, un impôt de plus, c'est horrible. Vous avez une nuit un petit peu agitée, puis le lendemain, vous dites, c'est quand même pas grave, il n'y a pas mort d'homme, je vais récupérer mes points, je vais perdre tant de sous, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, vous avez téléchargé une pièce jointe, le flash, de votre hémisphère droit qui est affectif à l'hémisphère gauche qui est rationnel. Et puis, une fois que ça a été refroidi au passage, votre pièce jointe, elle va être archivée dans l'hippocampe et, disons, du côté gauche. Et puis, de temps en temps, si vous voulez, Mélanie, désarchiver les multiples flashs que vous avez eus dans votre vie, vous pouvez le faire. D'accord. Ce soir, vous rentrez chez vous
vous voyez des pompiers partout, vous voyez une voiture en feu et vous voyez un cadavre de bébé sortir de trucs horribles. Le soir, vous n'êtes pas bien, vous mettez au lit. Toute la nuit, vous cauchemardez. Le lendemain, vous êtes toujours aussi mal. Et dans la journée, vous avez des flashbacks. Donc ça témoigne de quoi? C'est que au cours du rêve, c'est-à-dire du sommeil paradoxal, quand on a des mouvements oculaires rapides, exactement comme un EMDR, eh bien, on essaye de télécharger la pièce, mais elle est trop lourde. La pièce jointe est trop lourde. Du coup, votre système, il insiste, il essaie de faire passer le truc, ça ne marche pas, cauchemar répétitif, flashback dans la journée, et puis, à force de faire, il se met en boucle, il bug, et ça s'appelle le syndrome post-traumatique, avec suicide, alcoolisme, toxicomanie, et tout ce qu'on peut imaginer. Le MDR, c'est quoi? C'est exactement comme quand vous, Julia, vous revenez d'un mariage et que vous avez fait 250 photos et que vous les envoyez à tous vos amis, puis la pièce jointe est trop lourde. Il faut faire un WeTransfer? Non, pas WeTransfer. Là, vous êtes en train de tout me détruire. Merci, Julia, je n'attendais pas moins de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez par petits paquets de 25, vous fragmentez votre pièce jointe et vous l'envoyez. Le MDR, c'est rien d'autre. C'est-à-dire, vous faites revivre par hypnose le traumatisme. Et toutes les 2 minutes, quand la personne se crispe, vous faites ces fameux mouvements alternatifs, soit des yeux, soit du bruit, soit en tapotant la face externe des genoux, etc. Vous fragmentez la pièce. Et ça passe. Et c'est magique. Et ça a donné de bons résultats sur les soignants traumatisés, justement, de la crise sanitaire? C'est incroyable. Bon, docteur Lemoine, on n'en a pas terminé avec vous. On va continuer cette mise au point sur ces médecines douces ou médecines alternatives. Pour nous, il est parfois difficile d'y voir très clair entre les bienfaits de l'hypnose, du jeûne ou même des bains de forêt ou de la sophrologie. Face à la méfiance grandissante à l'égard de la médecine traditionnelle, leur nombre explose et le nombre de charlatans avec. Heureusement, notre invité a fait le tri pour nous et on vous en parle ce matin sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, nous sommes particulièrement dans le bien-être puisque nous faisons un focus sur les médecines alternatives. Ce focus, on le fait avec vous, docteur Patrick Lemoine. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences et auteur du livre Médecine douce pour temps dur aux éditions Buchet-Chastel. Alors, il y a un engouement ces derniers temps pour la sylvothérapie, c'est-à-dire la thérapie par contact avec les arbres. Docteur Lemoine, que dit la science franchement sur ces bains de forêt? La science dit d'une manière très simple que tout ce qui réduit le stress, tout ce qui réduit l'angoisse est bon pour la santé, de manière générale. Et là, c'est même carrément neuroscientifique ce que je suis en train de vous dire, et que le fait que nous ayons été construits dans les arbres quand même, et que nous ayons longtemps vécu dans les arbres, fait qu'en effet, l'espèce humaine a une attirance particulière pour les arbres. Est-ce qu'il faut vraiment voir un sylvothérapeute pour se faire la sylvothérapie? C'est une autre question. J'allais vous dire, moi je connais quelqu'un qui organise des stages de bains de forêt comme ça et qui facture ça très cher à des gens un peu naïfs, moi j'ai l'impression. Et alors certes, tous y ressortent en disant que ça leur a fait beaucoup de bien, mais ça leur a fait perdre beaucoup d'argent dans leur porte-monnaie quand même. Et franchement, moi je pense que c'est un charlatan, quoi. Donc je ne sais pas. Comment on fait le tri justement entre le bon sylvothérapeute, entre guillemets, et en fait il n'y a pas besoin d'un sylvothérapeute. Surtout qu'il y a même des dérives sectaires là-dessus. Donc je pense que le bon sylvothérapeute, si on veut, c'est celui qui trimballe pas toute une idéologie bizarre et qui prend pas beaucoup de sous. Si c'est prix coûtant, on va dire pourquoi pas. Mais je peux vous dire qu'avec mes patients, quand ils sont très stressés par le Covid, par une vie trépidante, trop citadine, je leur dis écoutez, allez dans une forêt vers chez vous. Et puis marchez, puis vous verrez, il y en a un qui va vous attirer. Il y a un arbre, vous allez l'aimer. Tout de suite, il va vous choisir. Laissez-vous faire, et puis enlacez-le, mettez-vous au pied, méditez. Je ne demande pas de sous pour ça. Déjà vous le conseillez, et eux, ça leur coûte rien non plus. Et ça marche parfaitement bien. Ça marche parfaitement bien, parce qu'effectivement, nous sommes une espèce arboricole. Et qu'il faut reconnecter à la nature, quoi. Ça, c'est important pour notre santé. C'est ça. Je pense que l'herbothérapie marcherait tout aussi bien. Oui, ou la thérothérapie aussi. Absolument. Alors moi, j'en fais beaucoup de thérothérapie. Je jardine beaucoup. Ah ben voilà. Moi aussi. Alors on assiste aussi à de nouvelles pathologies, comme l'éco-anxiété, donc des patients qui développent des signes d'anxiété rien qu'en voyant à la télé des images de réchauffement climatique. Sérieusement ? Oui. Et j'en vois de plus en plus. Ça va même jusqu'aux collapsologues, style Yves Cochet, l'ancien ministre, qui est tellement anxieux vis-à-vis de la catastrophe, le collapsus mondial qui se profile, pas que le réchauffement, il y a la pollution, il y a la guerre, il y a tout, comme il a certains moyens, il a pu acheter des dizaines d'hectares, créer une espèce de bunker, et il attend la fin du monde en essayant d'atteindre une autarcie
parfaite, tout en se connectant avec ses voisins pour faire une autarcie Il ne faut collective. pas le mettre sous antidépresseur, Oui. lui, quand Qu'est-ce même, qu'on là peut faire pour Je lui ne suis pas sûr que ça suffirait. Ah ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'effectivement, cette angoisse qui est entretenue par malheureusement certains courants, même politiques, est une très mauvaise idée. Parce que je pense que toute information qui n'est pas assortie d'un message politique, positif, je lis lapsus, est une mauvaise information. Si on me dit qu'il y a un réchauffement climatique, c'est la catastrophe, On va et tous qu'on ne me crever. dit pas, puis même si on me dit, faites le tri des déchets, je sais que ça ne va pas suffire, c'est pas bon. Si on me dit, il y a le Covid, mais les gestes barrières, le vaccin, tout ça, c'est une bonne information, parce que, comme on l'a souvent dit, il y a le bon stress et le mauvais stress. Et l'éco-anxiété, on l'a soigné avec quoi? Avec la sylvothérapie, par exemple? Non, je pense qu'il faut vraiment une psychothérapie, Ouais. pouvant inclure la sylvothérapie. Par exemple, moi je vous dis, je suis un adepte du jardinage et je pense qu'il n'existe aucune anxiété qui résiste à une bonne séance de bêchage et de taille des... En ce moment c'est plutôt la taille, c'est un peu trop tôt pour la taille des rosiers, mais rien n'y résiste et ça marche. Alors, le burn-out, souvent présenté comme le mal-être du siècle, a aussi une solution thérapeutique douce et peut-être plus atypique. Vous parlez de la rigologie. Alors, la rigologie, c'est le fait de rire qui pourrait nous guérir. Mais ça, c'est vrai? Non, je suis un petit peu plus mesuré vis-à-vis de ça. Là encore, peut-être que je suis pas un anarchiste, je veux dire, mais je pense que ce qui est un peu contraint, obligé, c'est difficile. Moi, Vous n'y croyez pas au stage de rigolade? Je suis allé une fois dans un stage, assister à un stage de rigolade. Moi, ça m'a plutôt consterné parce que si je ris, c'est complètement C'est de bon spontané. J'ai envie de... Parce qu'on me raconte un truc très drôle et que j'ai une situation qui me fait rire. Rire sur commande me paraît un peu difficile, mais c'est peut-être parce que je suis construit comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent rire sur commande. Rappelez-vous, Henri Salvador, il avait un rire tellement communicatif. Il a été découvert dans un autobus à l'époque parce qu'il avait éclaté de rire, il avait fait rire tout le bus. Et il y avait un metteur en scène dans le coin qui a dit, écoutez, il faut que je vous emmène dans un studio. Vous êtes contagieux, c'est incroyable. Donc vous êtes en train de me dire qu'à défaut de faire un stage de bonne rigolade, écoutez un extrait d'Henri Salvador ou tout du moins un film qui fait rire. Par exemple, ou du moins trouver le comique qui fait rire, parce que moi je peux rire avec tel comique, pour moi c'est De Vos, le maître de tout, mais il y en a d'autres qui vont aimer Louis de Funès, peu importe, il faut trouver celui qui fait marrer. Et ça fait du bien. Bon, parmi les médecines douces, dans votre livre, vous parlez de la méditation. On en connaît pas mal de bienfaits, d'ailleurs il y a des études scientifiques qui montrent les bienfaits de la méditation. Là, c'est du lourd. Mais là, vous en parlez pour vieillir mieux. Vous dites que ça peut avoir un réel impact positif sur Alzheimer, par exemple. Expliquez-nous. Absolument, absolument. Et je pense que la méditation devrait être proposée dès la maternelle, tout au long de la vie. Et il y a des maternelles qui, à raison d'1 ou 2 minutes, 2 fois par jour chez les petits, puis ensuite en primaire, ils continuent. Et c'est formidable. Et pour avoir un peu fréquenté les EHPAD, je peux vous dire que celles qui proposent de faire la méditation ont beaucoup de succès et qu'en effet, même si on est, on va dire, pré-Alzheimer, parce qu'une fois que la maladie est installée, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire, mais une fois, avant que ça s'installe, ça fait tomber les angoisses, ça permet également de retrouver des bons rythmes, ça déstresse et donc c'est formidable. Et je pense que la méditation, là, pour le coup, c'est du lourd. C'est de la médecine lourde. Quand un patient vient vous voir pour un problème conjugal, on retourne un peu sur notre premier sujet du couple, je crois que vous avez une méthode assez particulière qui consiste à rédiger 2 lettres. Oui. Expliquez-nous. Tout à fait. Régulièrement, puisque j'ai publié, comme je le disais tout à l'heure, le petit guide de la scène de ménage, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir pour leurs problèmes de couple. Et soit il y en a un des deux qui vient, soit ce sont les deux qui arrivent, et à ce moment-là, je leur dis, c'est simple, tous les deux, vous allez écrire une lettre d'amour, une lettre de rupture. Et vous allez revenir, vous allez me les donner et je vais les lire à haute voix. Oh là là. Et si je vois que les lettres d'amour sont beaucoup plus inspirées, je peux vous aider. Si c'est les lettres de rupture qui sont... Il suffit d'une lettre de rupture qui soit inspirée, à ce moment-là, c'est pas de moi que vous avez besoin, mais c'est d'un avocat. C'est ça. Oui, c'est radical. Bon, malheureusement, docteur Lemoine, on n'a plus beaucoup le temps justement de détailler toutes ces médecines douces, mais je vous invite d'ailleurs à aller retrouver tous les détails dans votre livre, de votre enquête, justement. Et il y a beaucoup de dérives dans ces médecines alternatives. Oui. Il y a même des sectes qui se développent autour du jeûne, de la sylvothérapie, etc. Très prudent. Est-ce que vous nous donnez un bon conseil pour nos auditeurs sur comment on les repère, ces charlatans, ou même pire, ces sectes La première chose, c'est les sous. Parce que toute secte repose sur de la poudre aux yeux,
destiné à gagner beaucoup d'argent. Quelle que soit la secte, il s'agit de gagner de l'argent, éventuellement avoir du sexe avec les gens de la secte. Donc première chose, c'est les sous. À partir du moment où ça vous paraît raisonnable, il existe des stages, par exemple en Ardèche, où on médite tout en jeûnant, et où c'est des prix raisonnables, très bien. Et puis il n'y a pas une idéologie sectaire derrière. Puis ça coûte pas cher, on mange rien. Exactement. Oui, ça c'est pas forcément un critère. Je peux vous dire qu'il y a des endroits où On mange pas, mais c'est très cher. Pour une feuille de salade et une pomme par jour, vous payez une fortune. Donc le critère essentiel, c'est les sous. Il y a quand même aussi les diplômes, parce que c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, un certain, donc renseignez-vous sur les diplômes. Un certain critère. Et puis il y a le discours. Très bien. Docteur Lemoine, merci beaucoup pour cet éclairage sur ces médecines douces qui, pour certaines en tout cas, nous veulent du bien. Il faut les aborder avec vigilance. Toutefois, naturel ne dit pas sans danger. Justement, pour davantage d'infos, je conseille à nouveau votre livre, Docteur Lemoine, Médecine douce pour temps dur. Merci encore. Oui, merci à vous. On va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va écouter d'abord la chronique gourmande du chef Abdel Alaoui. Il nous propose de déguster des granolas. Il y aura même une petite recette qui va bien pour les amoureux de la cuisine. Ensuite, avec Maud Ravier, notre spécialiste beauté, on verra que le stress, l'anxiété, eh bien c'est très mauvais pour notre peau également. Elle nous dit que moins de stress, c'est moins de rides. Ok, mais on fait comment ? Elle nous donnera ses meilleurs conseils. Et enfin, on va rester dans la beauté avec Philippine Darblay et sa tendance étonnante. Plus besoin de mettre des crèmes ou d'avaler des compléments alimentaires. Aujourd'hui, les minéraux pour avoir bonne mine, eh bien on se les étale directement sur la peau. Elle nous parlera notamment d'un enveloppement au magnésium. On va en découvrir des choses. Alors restez avec nous sur Europe 1.